Dental Monitoring, ce n'est pas un produit, c'est une transformation. Notre but, c'est de synchroniser la délivrance du soin avec le besoin de soin. DM, ce n'est pas pour réduire le nombre de rendez-vous, c'est fait pour mieux les utiliser, mieux utiliser son temps. Et mieux utiliser son temps, c'est aussi mieux respecter son patient. Tu n'arriveras pas à trouver une solution parfaite. Mais en revanche, si je peux capturer le problème au début du problème, et que tu puisses interagir tout de suite, en anglais, on va dire, c'est un quick fix. Et tu te rends compte que ton produit, il n'est pas encore au rendez-vous. Le produit n'y est pas, mais c'est sûr, la vision, elle y est. On prend mon appartement et on transforme ça en un gros bureau. Il faut monitorer, il faut apporter la data avant. DM, c'est pas Philippe Salah. DM, c'est profondément une équipe et leur vendre du rêve. Ça marche 10 minutes. À ce moment-là, quand on est sur une très belle valorisation, je ne prends pas la meilleure offre, mais je prends plutôt une offre d'accompagnement. Bonjour à tous et bienvenue dans Beyond the Smile, là où chaque invité nous ouvre les coulisses de son parcours, ses défis et sa vision pour révolutionner le secteur dentaire. Je suis Pierre-Antoine Dian, orthodontiste et entrepreneur passionné. Dans ce format, je vais à la rencontre d'hommes et de femmes inspirants, qui osent et innovent pour réinventer leur métier. Donc installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je suis heureux d'aller à la rencontre d'un homme qui est à l'origine de l'une des plus grandes transformations du secteur dentaire. À la tête d'une start-up française qui a profondément changé la manière dont les orthodontistes suivent, pilotent et sécurisent leur traitement à travers le monde. Je vais vous partager quelques chiffres. Il a fondé la société Dental Monitoring en 2014 avec une vision simple, devenir leader de l'IA appliquée aux soins dentaires et orthodontiques. 7 ans plus tard, sa société est devenue licorne pour ainsi devenir la première start-up du secteur dentaire valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Avec aujourd'hui plus de 800 collaborateurs sous sa direction et plus de 472 brevets déposés, il fait partie des entrepreneurs français devenus incontournables. Il a troqué la cravate contre une paire de Jordan, devenue aujourd'hui sa signature. Une course au succès qui mène jour et nuit, mais derrière cette success story, il y a un homme discret avec un parcours qu'on connaît peu. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Salah, CEO et fondateur de Dental Monitoring. Philippe, comment ça va ? Super, je trouve que ton intro est géniale, elle est très flatteuse, mais bon, on va essayer de rester simple, hein, tu me connais, assez discret, donc je vais essayer d'être assez ouvert et de t'apporter des réponses à tes questions, et j'adore cette initiative. C'est gentil, en tout cas c'est un plaisir de te recevoir dans Beyond the Smile. Alors tu sais, on a un petit rituel dans Beyond the Smile, c'est qu'au début, je challenge ChatGPT pour savoir et te décrire en 5 points clés. Et je vais te parcourir ce qu'il m'a dit et tu me diras si tu es en accord avec lui. D'accord. Alors le premier point, il me dit « Philippe Salah, pilier de l'exécution chez Dental Monitoring, il transforme la vision stratégique en résultats opérationnels concrets à grande échelle. » Ensuite, il me dit « Expert du scale-up en santé digitale, il structure la croissance dans un environnement tech et médical exigeant. Culture process et performance, KPI, efficacité et fiabilité sont au cœur de son approche. » Et il dit également « Leadership structurant et pragmatique, il crée un cadre clair pour permettre aux équipes de performer durablement. » Et enfin, dernier point, acteur clé du rayonnement international, il contribue directement à la crédibilité mondiale de Dental Monitoring. Flatteur aussi. Waouh. J'avoue, je n'avais jamais fait ça. Oui, c'est ça. Alors si je veux être content le matin, avoir un petit sourire, je vais maintenant taper ça sur ChatGPT. Et c'est véridique, hein, c'est véridique. D'accord, merci chat. Je vais vérifier sur Gemini, est-ce que ça fait la même chose. Bon, et pour ceux qui nous écoutent, comment tu peux expliquer à tous ceux qui nous suivent sur Beyond the Smile, qu'est-ce que c'est réellement Dental Monitoring et surtout, qu'est-ce que ça apporte au quotidien des dentistes et des orthodontistes ? Alors, déjà, Dental Monitoring, ce n'est pas un produit, c'est une transformation. Tu as dit, je suis un entrepreneur qui transforme. Oui, c'est vraiment une transformation. C'est essayer de rationaliser la raison pour laquelle on voit son patient. Je dis toujours, notre but, c'est de synchroniser la délivrance du soin avec le besoin de soin. Si tu as un enfant qui n'est pas très coopératif, qui casse tout, qui a une hygiène pas au top, etc., est-ce que notre devoir en tant que professionnel de santé, c'est pas de se focuser un peu plus sur eux? Et à l'inverse, le patient où tout se passe bien, où le traitement est très bien suivi, où la biomécanique fonctionne correctement, est-ce que c'est pas une opportunité d'être un peu plus confortable pour eux et d'une certaine manière aussi profitable pour le cabinet, de peut-être les voir moins? Donc si
on veut faire ça, si on veut appliquer ce principe, il faut pouvoir justement faire ce triage du patient où tout se passe bien et du patient où ça va un peu moins bien, et de pouvoir focuser son temps. Je dis toujours, DM, ce n'est pas pour réduire le nombre de rendez-vous, c'est fait pour mieux les utiliser, mieux utiliser son temps, et mieux utiliser son temps, c'est aussi mieux respecter son patient d'une certaine manière. Voilà. Et concrètement, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de dentistes qui nous suivent, qui ne connaissent peut-être pas la solution Dental Monitoring, concrètement, comment ça fonctionne? Concrètement, pour savoir ce qui se passe dans la bouche du patient, il faut d'abord faire une acquisition de données. Et donc, il y a un système de scan. On utilise le smartphone du patient et ce qu'on appelle la scan box, où le patient va faire un premier process qui est se scanner la bouche de façon très régulière, à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ça lui prend 1 à 2 minutes. C'est relativement simple. Après, ces photos qui sont capturées vont être analysées par une IA. Donc, c'est là où il y avait un besoin d'automatisation, parce qu'on ne peut pas demander à nos praticiens de regarder toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ce qui se passe dans la bouche du patient. Ce ne serait absolument pas du tout compatible avec les volumes de patients. Donc cette IA va vraiment screener l'ensemble des paramètres cliniques qui sont importants pour ce praticien. C'est lui qui va choisir les paramètres cliniques qu'il veut que nous monitorions. Et on va générer des alertes pour le praticien, des recommandations pour le patient, des instructions pour les équipes. Bien sûr, tout ça sous le paramétrage et la supervision du chef de clinique, de l'orthodontiste qui choisit d'utiliser Dental Monitoring. La conséquence, c'est qu'il va y avoir une meilleure adaptation des rendez-vous, une meilleure coopération des patients, parce qu'ils vont se sentir suivis de semaine en semaine. Il va y avoir des interactions très fortes, très individualisées à chaque fois avec le patient. Et pour les équipes, une meilleure appréhension et préparation de la visite du patient. Parce que le patient qui est maintenant à la chaise n'est plus une surprise. C'est plus le petit Thibaut, ah mince Thibaut, t'as tout cassé. On savait que Thibaut avait cassé, donc on l'a fait venir d'ailleurs pour ça. Et donc on a vraiment un rendez-vous adapté, un plateau adapté, etc. Et on ne se force pas à faire une urgence entre 2 rendez-vous. On est plus dans l'anticipation finalement. On est dans l'anticipation. Mais c'est ça le monde médical. Dans le monde médical, personne ne rentre dans une salle de chirurgie et on va peut-être découvrir ce qui se passe. On s'est super préparé. Évidemment, en orthodontie, ça demandait d'autres principes et c'est le principe du monitoring. Super clair. Et parce que moi, tu vas voir, aujourd'hui, j'ai pas mal d'autres questions à te poser et je pense qu'il y en a beaucoup qui nous suivent, qui ont aussi beaucoup de questions à ce sujet. Comment tu en es arrivé là? Quel est ton parcours et surtout, comment un matin, tu te lèves et tu dis « Ok, en fait, j'ai une idée, ça va être de mieux suivre les patients et tout ça ». Comment ça t'est arrivé? Alors, j'ai eu la chance, je ne suis pas orthodontiste et je ne viens pas du dentaire. J'ai fait un doctorat en biophysique moléculaire, alors vraiment très loin, rien à voir. Mais il y avait déjà quelque chose, déjà à la biomécanique, la technologie, c'était déjà des éléments très forts dans mes études. Et j'ai la chance de rencontrer un orthodontiste très tôt, sorti de mes études. Vraiment, je venais d'avoir mon doctorat. Et cet orthodontiste me présente quoi? Me présente un milieu qui finalement, et je pense que souvent les orthodontistes et les professionnels de santé dans le milieu dentaire l'oublient. C'est le pourquoi, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Et quand il me le raconte, moi je suis très loin de tout ça. Et je me dis, mais c'est incroyable en fait, c'est possible de vivre sa vie. Et c'est quoi? C'est donner le sourire aux gens, c'est pas un gimmick marketing, c'est vrai, il donne le sourire aux gens. Il travaille dans le milieu médical, chose que je voulais absolument faire. Alors ne vous sentez pas insulté, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de technologie. C'était un monde très pauvre en technologie. J'arrive dans un cabinet d'orthodontie qui était quand même un cabinet relativement successful. Et je vois quoi? Je vois encore du plâtre à l'époque, je vois des process très 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 manuels. Et je vois aussi une volonté de progresser, une volonté d'avoir de l'innovation, d'améliorer les process, un peu un ras-le-bol d'un certain nombre de trucs qui sont finalement assez artisanaux. Donc je me dis, ça fit exactement avec ce que je veux faire. La mission est là. Et quoi, et la direct, tu t'es dit, il va falloir monitorer les patients ou comment ça s'est construit? Là, pour l'instant, je ne suis pas encore chez DM. Je ne suis pas encore dans l'idée parce que je ne connais rien au dentaire à ce moment-là. Mais je décide, c'est le milieu dans lequel je veux travailler. Okay. C'est vraiment le milieu dans lequel je vais travailler. Et à travers cette première opportunité, ces premières rencontres, on crée une boîte ensemble qui s'appellera Harmonie. Avec cet orthodontiste alors. Ouais. Okay. On crée un système d'orthodontie linguale qui s'appelle Harmonie, qui connaît son succès. Mais au-delà du succès de cette première entreprise,
ça me fait comprendre vos problématiques quotidiennes. Parce que j'étais tout le temps dans son cabinet. Au quotidien, j'étais dans son cabinet et je voyais à chaque fois les difficultés de collage, les difficultés de communication avec le patient. Et tout cet élément de surprise. Le patient qui arrive, la dent est partie en mésial à la place de partir en distal. Tu as un effet sur le torque qui était involontaire et surtout en lingual. C'était des expressions, des mouvements étaient parfois assez dramatiques. Donc, je me rends compte de cette un peu imprédictibilité des traitements. Et donc, quand je suis amené finalement, j'ai vendu cette première entreprise et je suis amené à me poser la question, comment je vais pouvoir continuer dans ce milieu ? Eh bien, je me souviens toujours de ces phrases, de ces orthodontistes qui m'appellent et qui me disent toujours la même chose. Philippe, on aime beaucoup Harmonie, mais pourquoi cette erreur ? Pourquoi cette erreur ? Et ça, en tant qu'ingénieur, en tant que scientifique, c'est un truc, la seule réponse que je pouvais leur donner, c'est une réponse que j'aime pas, qui est je suis désolé Pierre-Antoine, le prochain cas, il sera gratuit, ça n'aurait pas dû se passer, le prochain cas sera gratuit. Mais est-ce que c'est vraiment une réponse qui te satisfait ? Sur le coup, tu te dis, bon, c'est un bon geste commercial, c'est sympa, mais est-ce que ça te satisfait en tant qu'orthodontiste ? Non, tu veux comprendre. Et tu veux surtout que la prochaine fois, ce soit mieux. Et là, je me dis, mais quelle que soit la technologie, quelles que soient les centaines de millions d'euros d'investissement dans n'importe quelle technologie, on est dans un système biologique. Tu n'arriveras pas à trouver une solution parfaite. C'est pas possible. Arrête de te leurrer, Philippe. Mais en revanche, si je peux capturer le problème, au début du problème, si le patient, tout de suite tu détectes qu'il a une hygiène qui n'est pas la bonne, et que tu le matraques en lui disant « mais non, petit Thibaut, tu peux pas ». Ou si tu vois qu'il y a une dent qui part dans le mauvais sens, ou qu'un mouvement ne s'exprime pas, qu'un ressort soit cassé, qu'un herbe ne fonctionne pas, n'importe quoi, et que tu puisses interagir tout de suite, au début du problème. Eh bien, en anglais, on va dire, c'est un quick fix. C'est rapide, c'est petite intervention, petit rappel, petit truc. Et c'est pas le moment un peu lourd. Presque qui devient irréversible à un moment donné. Qui devient irréversible, qui est une communication, qui est un désengagement du patient, qui n'arrête pas de se faire engueuler, etc., etc. Et donc c'est là que tu es né Dental Monitoring. Mais là je me dis, je suis en discussion, à ce moment-là, je suis en discussion avec un ami orthodontiste qui me parlait de recréer encore une super plateforme de traitement. Je dis, mais non, je vais retomber dans le même piège. Et là je fais, mais non, en fait, il faut monitorer. Il faut apporter la data avant. Alors, je ne savais pas du tout les smartphones, les machins, les outils. Alors, pas du tout. Et je me dis, il faut monitorer. Et après, tu as l'idée, mais... Et ça, l'idée, elle est née quand ? En quelle année ? 2013. Ah ouais, donc un an avant, finalement, la fondation de Dental Monitoring de la 2013, société. 2013. Ok, énorme. Et tu te dis, je me relance, donc du coup, tu vends ton ancienne boîte. Je l'avais vendu en 2011. D'accord. Et donc après, tu dis, ok, maintenant, je vais partir sur cette idée-là. Mais quoi, tu t'entoures de potes, t'es seul aux commandes, comment ça se passe ? Alors, partir tout seul, c'est partir à l'échec. Ça, je le recommande à tous les entrepreneurs. Toi, je sais que tu montes une boîte et d'ailleurs, ce serait peut-être bien qu'on en parle un peu parce que je pense que tu devrais faire ta promotion parce que je pense que c'est important. C'est pas le sujet. Ouais, je sais que je te mets de mal à l'aise, mais entrepreneur ou rien. Non, tu peux pas partir tout seul. Donc j'ai la chance qu'un des investisseurs à l'époque qui avait investi dans Harmonie me suive. J'ai la chance qu'un certain nombre de docteurs, d'ingénieurs avec qui j'avais pu collaborer dans le passé se disent allez go, on y va, bonne idée, on croit au type une première fois, on croit au type une deuxième fois. Donc ils reviennent. Et là, Garage Compagnie, on prend mon appartement et on transforme ça en un gros bureau. Steve Jobs avait créé ses premiers ordinateurs dans son garage. Toi, c'est dans ta cave ou... Ouais, c'était une cave confortable. Mais alors, Steve Jobs, quand on te compare à Steve Jobs... attends. Bon, en tout cas, entrepreneur qui avait envie de démarrer vite, entrepreneur qui comprend que c'est pas parce que il y a un peu d'argent, un truc comme ça, qu'on doit faire n'importe quoi. On démarre lean, on démarre motivé, on démarre à fond. Donc on démarre chez moi. Merci à ma femme de supporter ça à l'époque. Et on met tout en œuvre pour sortir une première solution assez rapidement. On met 1 an et demi pour sortir une première solution qui était pas la bonne. C'est vrai. Premier échec ? Non, pas... Oui, alors en termes de
En termes de produit, clairement. Ouais. C'est-à-dire le produit qu'on sort la première fois, c'est un produit où il n'y a pas d'automatisation, il y a la prise de photos, on n'a pas de device qui permet de bien prendre les photos, on est sur un écarteur de bouche classique, hyper naïf dans son approche, mais très drôle. Alors on a beaucoup rigolé, parce qu'on a beaucoup rigolé de convaincre des orthodontistes d'essayer. Et là, ce qui se passe, un moment assez incroyable dans la vie d'un entrepreneur. Donc moi j'ai la grosse sueur, parce que tu as dépensé beaucoup d'argent, on t'a suivi, et tu te rends compte que ton produit, il n'est pas encore au rendez-vous. Et il y a un groupe d'orthodontistes qui sont incroyables d'avoir cette vision, et qui m'ont accompagné au début de ce projet, et qui me disent non Philippe, le produit n'y est pas, mais c'est sûr, la vision elle y est. Ce produit, on y croit, quoi. C'est évident. Ouais. C'est évident. On ne sait pas encore comment, mais c'est évident. Ouais. Et là, tu as 137 orthodontistes. C'est beaucoup, du monde entier. Donc ça va d'Australie, de Hong Kong, de France, des États-Unis, de Suisse. Dr Holzburg, à l'époque, je me souviens. Ils viennent me voir, ils me disent, ils créent un fonds d'investissement entre eux, un SPV, et décident d'investir beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Donc c'est ta première levée de fonds finalement? C'est ma première levée de fonds hors les fondateurs. Ouais. Mettre beaucoup d'argent dans la boîte pour nous lancer. D'accord. Et pour nous, avec plus que de l'argent, parce que finalement l'argent on aurait pu le trouver, surtout avec... Key opinion leader presque. Ça encore, oui, mais c'était surtout n'abandonne pas mec. Ah ouais. Et tu vis peut-être dans ton projet entrepreneurial. Tu vis peut-être dans ton projet entrepreneurial. La seule chose qui est difficile, c'est se battre avec soi-même le matin. Et quand tu as un des mecs qui disent mais non, vas-y, go, on va y aller, regarde, on va même financer ton idée, fonce. Là, tu te sens, galvanisé. Pousser des ailes. Mais vraiment, pousser des ailes. Là, tu y vas et toutes les équipes se remettent 10 fois dedans, etc. Et là, on sort produit. En plus, ils nous servent de centre de R&D et des docteurs qui ont accepté des choses au début, mais c'est fou, ça. Mais fou. Et là, on ressort le produit et là, on connaît un succès retentissant. Ok. Et alors, comment tu pars tu l'as dit, dans ton appartement, on était 4-5, aujourd'hui il y a 800 collaborateurs. Comment tu as pu bien t'entourer? Comment tu en es arrivé jusque-là? Alors déjà, tu vois que je fais très attention de ne pas... Je m'expose très rarement. On va y venir ça après. D'accord, je m'expose très rarement parce que je pense que c'est pas utile. Je pense que c'est une diversion. D'accord. Et surtout, ça recentre trop le produit sur toi et ça ne permet pas à d'autres individus dans ton entreprise de s'identifier à ton produit. DM, c'est pas Philippe Salat. DM, c'est profondément une équipe. Thomas Pélissard, Guillaume Ghislain, Laurent Debro, Franck. Ils étaient avec toi dès le début ou comment ça? Oui, c'est des gens qui sont arrivés au début ou après. Marc, etc. C'est des gens, si tu leur laisses pas une vraie place d'expression, une vraie liberté de dire, de se motiver, etc., tu peux pas faire ça. Honnêtement, tu peux pas faire ça. Bien sûr. Bien sûr, il faut un leader, il faut un mec qui dit la roadmap, qui a la vision. Ouais. Mais je vais te donner un exemple. On est 2016, on utilise des écarteurs de bouche bleus à l'époque. Honnêtement, une photo sur deux n'était pas top. Parce que le patient il va mettre l'appareil là, bref, c'est pas cadré, t'as pas une façon, un process pour faire. Et puis pas reproductible surtout. Pas reproductible, c'est ça, exactement ça. Et t'as un des chefs de l'engineering qui dit non mais on doit faire un device qui bloque le téléphone et une scanbox. Et moi je suis totalement opposé. Je dis non, moi je suis un SaaS. Non, mais moi je suis un SaaS les gars. On est un SaaS les gars. Non mais non. Ton SaaS sans ça marchera pas. Donc ils font la scanbox. Pour te dire, ils se sentent la liberté de faire la scanbox. Et ils me disent voilà le prototype. Ah ouais.
Ils t'ont défié. Ah, mais si tu laisses pas la place Bien à sûr. ça, si tu laisses pas la place à ça, Et aujourd'hui, la Scanbox est un outil indispensable, incontournable. Je dis pas que je suis heureux d'avoir une Scanbox, Ouais. mais indispensable. Et je remercie encore aujourd'hui cette équipe qui a pris l'initiative. Et il y en a plein des comme ça. Dans l'histoire de DM, il y en a plein des comme ça. Et pour ça, il faut laisser la place. Ouais. Mais tu as cette capacité à fédérer, parce qu'aujourd'hui, on voit, tu arrives à mener une équipe autour de toi, à leur transmettre toute cette énergie-là. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Et c'est vrai que le recrutement, c'est un sujet difficile de bien s'entourer. Parfois, des associations, ça se passe mal. Comment tu juges que c'est la bonne personne qui va être à tes côtés? Est-ce que tu fais faire des tests? Est-ce que tu es accompagné par des coachs aussi? C'est un peu à la mode en ce moment. Les entrepreneurs, ils se font accompagner par des mentors, des choses comme ça. Comment tu arrives à fédérer comme ça? Alors oui à tout, ce que tu viens de dire. D'accord. Déjà, les process de recrutement sont très compliqués chez DM. C'est-à-dire que les ingénieurs, les forces de vente, les forces commerciales, etc., les process de recrutement sont très lourds. Okay. Alors, c'est pas... On préfère ne pas recruter que de mal recruter. Ouais. Donc ça, je le conseille à tout entrepreneur. Ayez des tests, ayez des business cases, ayez des interviews multi-level, mettez en situation, etc., etc. Soyez extrêmement transparent avec la personne dès le départ. Parce qu'il y aura des choses qui ne fonctionnent pas. Et leur vendre du rêve, ça marche 10 minutes. Donc, dans mon process d'interview, il y a toujours un moment où je provoque la personne en lui disant, voilà, ça va partir en quenouille, comment tu réagis? Et tu le sens, si la personne, soit elle va se vexer, soit ceci, soit cela. Fuis. Il faut fuir ces personnes-là. Parce qu'elles vont pas, en tout cas, elles vont pas être compatibles avec un projet entrepreneurial, à changement rapide, à décision ça doit pulser, ça doit pulser, sinon on est mort. Et après, tu me parlais de mentors. Oui, j'en ai eu deux. Et j'ai eu le premier qui était Mark Van Wild, qui a été le fondateur d'Invisalign sur la région Asia-Pacifique. Un homme extraordinaire. Un homme d'une générosité incroyable, mais vraiment incroyable. C'est tous les gens qui ont entendu le nom, il y en a beaucoup qui vont le connaître, diront tous la même chose. C'est-à-dire, il passera du temps avec toi pour rien, pour aucune raison. Tu peux être absolument pas du tout connecté, important, représenter du chiffre. Il s'en fout complètement. Il va passer du temps avec toi, il va discuter. S'il sent qu'il t'a juste permis de passer de A à B, il est heureux et ça va faire son bonheur. C'était une personne qui avait été extrêmement successful en tant qu'entrepreneur, évidemment, et qui m'a accompagné pendant un certain nombre d'années. Et quoi, il était de bons conseils pour toi toujours? Ah, mais tu prenais ton téléphone, tu l'appelais. Tu vois, son bureau était là. Ah ouais. Il était là. Malheureusement, il est mort il y a 2 ans, décédé d'un cancer, et ça a été très 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 dur pour moi, très très dur pour les équipes, parce que c'était quelqu'un qui était inspirant, tout le temps, mentor. Et après, j'ai eu là une chance extraordinaire de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Gérard Moufflet, qui est aussi un grand entrepreneur, philanthrope, qui est une personne qui est capable de te dire « tu fais de la merde », sans te vexer, et en te permettant de vraiment prendre la notion de façon positive, et allez, on va faire quelque chose avec cette information. Et qui est toujours à l'origine de rencontres superbes, d'idées, de challenges. S'il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans l'entreprise... Il permet de sortir de ta zone de confort finalement. Tout le temps. Ah ouais. Donc c'est indispensable. Ouais. Un entrepreneur qui vit par lui-même tout seul dans son coin, il va s'épuiser, même s'il est brillant, il y a des choses il va être mauvais, etc. Donc si tu t'entoures pas, c'est pas la peine. Enfin, c'est un échec, garanti. Et alors après, la success story a démarré. Je l'ai dit en introduction, quelques années après, 7 ans après la naissance de Dental Mentoring, tu deviens licorne française. Ça veut dire qu'une boîte évaluée à plus d'1 milliard d'euros en valorisation. Comment ça s'est passé? Tu l'as appris? Comment ça se passe quand c'est comme ça? Alors, on n'est pas arrivé à 1 milliard comme ça. Ouais, bien sûr. Il y a eu un certain nombre d'investisseurs. Mais quand l'annonce? Quand tu atteins... Tu dis quoi? Parce que là, il y a l'homme, il y a le CEO qui se dit, putain, en fait, on a démarré, souvenez-vous les gars, on a démarré chez moi dans l'appart. Aujourd'hui, on a une boîte, elle est valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Ouais. Tu
sais, c'est un peu comme tous les plaisirs, tu t'en rends pas forcément compte. Ouais, c'est ça, oui, mais c'est dans la course. Ouais. C'est dans la course, donc il n'y a pas un moment où tu te dis que. Et quoi, c'est une organisation, c'est une soirée, comment ça se passe? Il y a Macron, il y a... Comment ça se passe? Alors, quand ça se passe, le moment où, Ouais. où l'investisseur il te dit... Déjà, comment t'es mis au courant? Déjà, est-ce que quoi, tu reçois, on t'es te mis au l'annonce? courant, parce que ce qui se passe, c'est que généralement, il faut comprendre le process. Donc, ton entreprise a une forte croissance, Ouais, généralement, ouais. a une technologie disruptive, donc c'est difficile de copier, Bien etc., et connaît un certain engouement. Tu as des besoins en fonds pour investir plus, pour grossir, pour innover, etc. Et donc, tu fais appel à des investisseurs. Et après, tu as une certaine compétition entre les investisseurs et ils te font des offres d'investissement qui sont très loin que d'être des offres financières. Et je recommande vraiment à tous les investisseurs, à tous les entrepreneurs, de ne pas prendre forcément la meilleure offre. Et d'ailleurs, à ce moment-là, quand on est sur une très belle valorisation, je ne prends pas la meilleure offre. Il y avait une offre encore un peu plus haute. Mais je prends plutôt une offre d'accompagnement, souvent, parce qu'ils deviennent board members, ils discutent avec toi, etc. Alors évidemment, il faut que l'offre soit très intéressante. Mais ce n'est pas forcément la plus haute qui va être la retenue. Celle qui va être retenue, ça va être l'offre où l'accompagnement est là. Donc là, je travaillais déjà avec un fonds qui s'appelle Vitruvian, qui est un fonds anglais. Et là, il y a ce nouveau fonds qui rentre, qui est Merieux Equity Partner, qui est un fonds qui est très ancré dans le médical, qui est issu de Biomérieux, une grosse boîte du biomédical et de l'industrie. Donc là, je me dis, gros potentiel de synergie, ils vont m'aider en Chine, ils vont m'aider sur des process réglementaires. Donc, je vois une énorme valeur d'accord, autour de ça. Ce qui aussi convainc mes autres investisseurs que c'est le bon partenaire. Donc on part avec eux, ça se passe très bien. On a vraiment, je le dis sans hésiter, mes investisseurs, la relation se passe très bien. Ça n'a pas toujours été facile en termes de performance de la boîte, parce qu'il y a des hauts et des bas, comme toute boîte, mais ils ont toujours été au rendez-vous et c'est quelque chose d'assez rare. J'ai, je pense, pas mal de chance là-dessus. Voilà, donc quand tu l'apprends et quand tu acceptes l'offre, évidemment, il y a un moment où tu es très très content. Hein, donc tu prends, donc on fait la fête, etc. Et je t'assure, le lendemain, tu as un truc qui est bon. Alors là, il va falloir qu'on assure, les gars. Ah, c'est ça, la pression la pression est là. Et encore une fois, c'est un peu comme l'investissement des docteurs, ça te donne des ailes. Ouais. Ça te donne des ailes. Et l'homme, parce qu'il y a l'homme aussi derrière tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu perds pied? Est-ce que tu dis, parce que c'est démesuré, alors attention, pour ceux qui nous écoutent, c'est la valorisation de la boîte, c'est pas sur ton compte en banque, mais moi je me dis, on peut vite partir dans tous les sens, quoi. Non. Ouais. Alors là, pas du tout. Après, oui, tu peux, mais bon. Mais tu as une vraie mission, tu as ta vision, tu sais où tu veux aller, et finalement tu dis, ok, c'est une étape, mais peut-être je vais pas m'arrêter là ou... Alors déjà, n'oublie pas, hein, tu es dans un ouragan. Hein. Tu es dans un ouragan de travail, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Là, on a des nouveaux investisseurs qui vont être annoncés. Quand ce podcast sera sorti, les investisseurs ont déjà été annoncés, mais on a encore fait une très très belle levée avec une très belle valorisation. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la boîte a su continuer son parcours d'innovation et de performance. Mais pour l'homme, en fait, c'est un process continu. C'est pas un process où on dit en anglais, tu as un cliff, un moment cliff, où tu as un gros jump. Non, c'est un moment continu. C'est au quotidien, c'est comme le sportif. Il a gagné peut-être les JO, mais il n'est pas arrivé aux JO comme ça. Ouais. Il a couru tous les jours, tous les week-ends, etc. Donc c'est ça. Et alors aujourd'hui, parce que tu l'as dit, il y a un board, etc. Comment ça se passe, les prises de décision? Tu es entouré, vous faites des réunions avec les personnes stratégiques. Comment ça se passe aujourd'hui au sein de DM? Alors, tu as plusieurs strates sur la décision. Donc, tu as ce qu'on appelle les BU, les business units. Les business units donc, ont une certaine indépendance sur leur mission au quotidien, quel développement, comment on va faire le go-to-market, la communication, résolution de problèmes, etc. Donc tu auras une business unit qui s'appelle Monitoring, celle que tu connais bien. Après on a une business unit qui est grand groupe, donc Partnership,
et grands groupes. Donc ça veut dire comment on va appréhender une relation avec un manufactureur, avec des manufactureurs, parce que tu sais qu'on a une position agnostique, donc ça c'est très important pour nous. Donc on a vraiment une BU qui... Tu peux expliquer ce que c'est agnostique pour ceux qui nous écoutent? Agnostique, ça veut dire que le positionnement de DM, on est un produit de monitoring. Donc on va donner des data sur la performance au docteur, sur la performance de comment se passe le traitement, comment va répondre le patient à son traitement, etc. Et le pire, ce serait qu'un docteur me dise « Oui, mais non, mais on ne croit pas à ton résultat parce que tu as un partenariat avec telle ou telle marque et donc on pense que tu as biaisé le résultat pour favoriser une autre marque. » Ça ne peut pas fonctionner parce que tu perds le trust du docteur. Et donc, ça a été un positionnement difficile parce qu'au début, toutes les marques, elles veulent. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'on forcément, on t'a proposé? Plein de fois. Bien sûr. Mais non, tu dois tenir ça. Et je pense que maintenant, la plupart des marques ont joué le jeu. Donc maintenant, on a des partenariats avec toutes les grandes marques, quasiment toutes les grandes marques, des partenariats d'intégration, des collaborations, où on a vraiment fait des Chinese walls entre tout ça. Et ça commence à fonctionner. Je t'ai défini la notion d'agnostic chez DM, et donc les prises de décision. Donc tu as la BU monitoring, tu as la BU corporate account et manufacturing. Tu as la BU internal transformation, donc la transformation interne, parce que, et ça c'est assez DM ça, c'est oui, on est une boîte d'IA, on fournit des solutions d'intelligence artificielle, mais est-ce qu'en interne on utilise l'IA? Est-ce qu'en interne, tes process de billing, tes process de communication en interne, etc., tes process d'écriture, tes process de vérification de tes données, ton BI, Business Intelligence, etc., est-ce qu'ils utilisent des process d'IA? Est-ce que tu optimises tes workflows en interne? Et donc, on a une BU, une business unit, qui est dédiée à l'utilisation de moteurs d'IA, d'optimisation en interne. Donc ça paraît bizarre qu'une BU soit dédiée à ça, mais je pense que c'est le seul moyen de ne pas devenir une vieille boîte avant d'être une vieille boîte. C'est de toujours se réformer. Et après, tu as une troisième BU qui s'appelle Lumio, et qui est inconnue, parce que c'est un projet qui va sortir fin 2026. Tu peux nous en dire plus ou pas? Oui, bien sûr. Qui est un projet qui va sortir fin 2026. Comme tout le monde le sait, DM a créé le monitoring de l'orthodontie chez les orthodontistes. D'accord? Et on a toujours focusé notre recherche et développement, notre go-to-market, notre force commerciale, notre communication vers les spécialistes. Parce qu'on a voulu adresser la verticale de l'orthodontie. Et on pense qu'adresser une verticale, c'est mieux de l'adresser par le spécialiste, parce que c'est lui qui va générer la connaissance, c'est lui qui va générer le volume et la qualité. Mais on ne s'est pas appelé dental monitoring, on ne s'est pas appelé ortho monitoring, on s'est appelé dental monitoring. Donc, on va lancer une initiative où on va monitorer d'autres verticales. Donc, pas l'orthodontie chez le dentiste, non, on va lancer le monitoring de la paro, de l'implanto, de l'hygiène, sur des verticales séparées chez les spécialistes du secteur. Donc on est en train de discuter beaucoup avec des paro-odontologistes pour leur donner des solutions de monitoring vers des implantos, pour leur donner des solutions de monitoring de l'implant, etc. En paro, ça apparaît tout de suite évident, parce qu'il y a un énorme besoin de suivi, d'évolution de la paro, de l'hygiène, de session gingivale, etc., etc. Donc Lumio est la BU qui prépare le lancement de tous ces produits qui vont arriver vertical par vertical dans les prochaines années et dans les prochains mois. Top. Alors aujourd'hui, c'est avec DM, c'est des dizaines de milliers de patients finalement monitorés, actifs. Aujourd'hui, si j'ai cru comprendre, il y a 70 000 scans par jour réalisés. C'est un truc de fou, quoi. Tu dis aujourd'hui, il y a le monde entier qui utilise ma solution, quoi. J'essaie, en fait, dans la tête, là, c'est le petit moment arrogant, la minute arrogante. Je me dis, quand j'atteins un Stade de France par jour, ça y est, c'est qu'on y est. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on est bientôt au Stade de France par jour. Ouais. Et toujours dans cette verticale, pourtant, que ortho. Que ortho, ouais. Donc, et bientôt, c'est dire ce qui va se faire. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu as dit. Tu as dit, je ne me suis pas appelé ortho monitoring. Donc, c'est vrai que tu avais déjà cette vision-là de t'ouvrir un peu plus au monde dentaire de manière plus générale, alors. À toutes les spécialités.
à toutes les spécialités. Je pense que ce besoin de monitoring, j'ai commencé par l'orthodontie parce que je suis amoureux de l'orthodontie, parce que je connais l'orthodontie, parce que j'ai baigné dedans dans ma première entreprise. Mais ce besoin de suivre du patient, d'avoir le petit Thibaut sur la chaise ou Madame Dupont qui a des problèmes paro, parce que c'est rarement le petit Thibaut qui a un problème paro, c'est plutôt Madame Dupont. Ce besoin de monitoring est le même. Bien sûr. Donc il fallait après adresser ces verticales. Alors on l'a dit, il y a 70 000 scans par jour. Est-ce que finalement ta plus grande richesse, ce ne serait pas la data? Alors, effectivement, avec 70 000 scans par jour, avec des dizaines de photos prises par scan, ça représente maintenant des milliards de photos annotées par l'IA au quotidien. Donc ça nous donne une capacité d'augmenter la précision de génération en génération pour atteindre des précisions de l'ordre de 99% de précision sur des paramètres médicaux. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande richesse. C'est une grande richesse aussi parce que ça nous permet, dans une certaine mesure et dans un cadre réglementaire, d'aller voir et d'essayer de trouver d'autres valorisations de la data. Par exemple, quand on va travailler sur la paro, quand on va travailler sur l'implanto, etc., on va essayer de voir est-ce qu'on a des datas qui peuvent fitter. Mais après, ce n'est pas tout le temps une richesse parce que n'oublie pas qu'on est sur de la data médicale. Donc tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Tu ne peux pas... Avec la RGPD aussi, tout ça. La RGPD et la data médicale. Alors, je pense même que la data médicale est tellement réglementée que c'est même encore plus dur que toutes les considérations RGPD, qu'on respecte évidemment. Mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si les patients veulent détruire leur data, en 2 secondes, ils peuvent détruire leur data. Si les docteurs veulent détruire la data, ils détruisent la data. Enfin, il y a vraiment tout un cadre légal là-dessus, donc tu ne peux pas vraiment faire n'importe quoi avec. Donc, c'est pas aussi exploitable que tu penses. Et du coup, parce que j'en viens à ça, donc, parce que tu dis que c'est vrai que c'est pas simple, même nous on le voit dans nos cabinets avec les lois RGPD, alors pourtant ça doit être ça par rapport à ce que vous subissez au quotidien. Quand tu as construit cette société-là, tu t'es confronté sans doute à des grosses difficultés. Quelles ont été tes plus grosses difficultés en termes soit de design, soit en termes de légalité, en termes de choses comme ça? Est-ce qu'il y a eu vraiment un truc où tu te dis, waouh, on a levé cette friction-là pour justement aller passer à la step suivante? Est-ce qu'il y en a un qui te... Tu as utilisé un bon terme. On a levé cette friction-là. Pour nous, ça n'a pas été un problème. Pourquoi? Parce que quand tu as une boîte qui existe depuis 25 ans, que tu as été ton système IT, informatique, ton data storage, etc., est conçu avec les règles d'il y a 25 ans. Ce qui est difficile, c'est la transformation d'un système. Nous, on est né dedans. Donc, le RGPD n'a pas été inventé après DM, a été inventé avant DM. Toutes les 13485, les normes 27001, les normes de protection de la donnée de santé, etc., c'était des normes qui existaient. Donc, on est rentré dans ce cadre-là par design. C'est-à-dire que quand on a fait les specs de notre solution, on les a inclus, ces contraintes. C'est comme toi, quand tu as construit ton cabinet, tu t'es dit j'ai besoin de 5 chaises. Quand tu as designé avec 5 chaises, c'est facile. Anticipé, quoi. Maintenant, je te demande d'en mettre 10, où je trouve la place. C'est compliqué. C'était exactement pareil. Quand tu as designé ton entreprise avec ces contraintes-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça que d'une certaine manière, pour beaucoup d'entreprises, c'est compliqué, et il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, et pour d'autres, ça paraît assez simple. Et c'est pas parce que c'est des inconscients, c'est parce qu'ils sont pas nés dans la même époque, et donc par design, leurs infrastructures ont été créées dans les bonnes contraintes. Bon, je t'avais dit, j'ai pas mal de questions. Vas-y. J'en ai une autre sur les brevets. Ouais. Quand j'ai vu la quantité de brevets qui a été déposée, c'est un truc de fou. Est-ce que c'était indispensable pour ne pas se faire copier? Aujourd'hui, tu as quoi, 470, 472 brevets, j'ai cru comprendre. Je pense qu'on doit être pas loin de 500 maintenant. Ah ouais, je pense à peu près. Et quoi, c'était pour mettre des barrières à l'entrée? C'est ce qui aussi te permet aujourd'hui peut-être d'avoir cette valorisation-là. Comment et surtout, j'ai une autre question pour toi, c'est que forcément, à un moment donné, les brevets tombent. Et j'ai vu sur le marché, comme quoi même Invisalign essayer de faire une sorte de scan box un peu similaire. Quel est ton ressenti là-dessus et quel est ton avis? Alors, les brevets, il y a 2 raisons. Je vais essayer d'être assez clair. Il y a
Déjà, n'oublie pas qu'on crée une verticale dans le milieu. Bien sûr. Le monitoring dans le dentaire, dans l'orthodontie, n'existe pas quand on arrive. Donc on crée une verticale. Donc tu dis à des gens d'investir des centaines de millions de dollars dans une verticale, dans une croyance, parce qu'au début tu es vraiment dans une croyance. Ah, bien sûr. Et tu leur dis, ben voilà, je fais ça, et je vais rendre le schéma de fabrication de tout ça facile et disponible pour tout le monde. Obligé de protéger. Disponible pour tout le monde. Donc, les investisseurs, ils vont dire, t'es mignon, mais non, ça marche pas comme ça. On n'investit pas, on ne croit pas en toi juste parce que t'as des beaux yeux. C'est parce que aussi on a une espérance que le projet va pouvoir persister. Et donc, si t'as pas des moyens de protéger la persistance de ton projet, tu peux pas y aller. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est quand tu te mets dans des démarches de brevet, tu regardes est-ce qu'il y a de l'art antérieur. Tu crées pas un produit qui va lui-même enfreindre les brevets de quelqu'un d'autre. En tout cas, tu essayes autant soit peu. Et donc, à la fois, ce dépôt de brevet te force toi-même à rechercher tes brevets, les brevets des autres. Et donc, c'est ce qu'on fait en parallèle. Donc, à la fois, on dépose des brevets sur les nouvelles technologies qu'on développe, donc plus de 500 aujourd'hui, ou pas loin de 500 aujourd'hui. Et en même temps, on fait une recherche d'anticipation sur les brevets des autres, etc., pour voir est-ce qu'on ne serait pas en train de piétiner quelque chose qu'ils auraient inventé. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on a créé une verticale, donc c'est quand même plus défriché, c'est moins défriché, c'est plus simple. Voilà la politique de brevet. Et ceux qui te copient, t'en penses quoi? En tout cas, qui essayent? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect copier, ça veut dire essayer de me répliquer de façon relativement similaire. Bon, c'est dommage parce qu'on est une boîte relativement ouverte. C'est plus simple de faire des partenariats que d'aller faire de la guéguerre de brevets. Donc ça, je trouve ça dommage. Mais est-ce que tu te dis pas, j'ai une longueur d'avance, de toute façon, ils me rattraperont jamais? Oui, ça c'était le deuxième point. C'est pas qu'ils me rattraperont jamais parce qu'ils ont, et souvent c'est des très grosses boîtes qui peuvent te copier, donc ils ont les moyens de te rattraper s'ils le veulent vraiment. Mais je pense qu'intrinsèquement c'est pas leur rendre service à eux-mêmes, parce que aujourd'hui, comme je te l'ai dit, DM est une boîte agnostique qui donne des valeurs, une valeur agnostique aux patients, à l'industriel et aux docteurs. Et je pense que les boîtes bénéficient aujourd'hui énormément de l'accès à de la data non biaisée. Quand tu as une entreprise manufacturière à qui on peut dire attention, on voit que vous avez un peu plus de décollement sur votre latéral de votre braquette, sur votre nouvelle génération de braquettes, et qu'on leur donne une petite alerte sur ça, mais quelle valeur pour elles? C'est énorme, c'est énorme. Et ça, à partir du moment où tu possèdes ton outil de monitoring, forcément tu te fermes un peu les yeux à tout ça. Et c'est pas de la data qui arrive. Alors j'aimerais bien maintenant revenir de nouveau un petit peu sur l'homme. Tu as parlé tout à l'heure de ton épouse qui au début a toujours été là dès le début. Comment tu arrives à passer de réunions qui parlent de transformation, qui parlent de lever, de choses, à arriver à la maison le soir, faire le dîner, voir tes enfants? Comment ce switch il arrive à se faire? Alors déjà, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, je crois que c'est le cas pour toi aussi, chez beaucoup d'entrepreneurs, il y a un peu la philosophie du all-in dans la vie. C'est-à-dire si tu échoues, on échoue tous dans le cadre de la famille Salah. Donc j'ai mon frère qui travaille chez DM, ma femme a travaillé des années chez DM, mes enfants sont des patients monitorés. C'est toute la famille Salah est dedans. Ma belle-mère est orthodontiste et utilise DM et travaille chez DM. Enfin, tu comprends, ils participent tous, ils travaillent tous d'arrache-pied au succès. Donc là, en fait, la communication est continue. Ma femme, c'est exactement... C'est vrai qu'à table le soir, on en parle. Ah oui, mais mes enfants m'en parlent. Le week-end, on en parle. Je t'ai dit que je partais en Belgique ce week-end, rencontrer une orthodontiste. Je pars avec ma femme et mes enfants. Bon, après, l'orthodontiste va me voir débarquer avec ma femme et mes enfants. Oui, mais ça fait partie du jeu. Si je veux les voir de temps en temps, il faut qu'ils puissent venir. Et tu arrives à couper quand même? Non.
Non, ça c'est faux. De toute façon, aujourd'hui, les entrepreneurs ont du mal. Quand on veut aller à fond dans un projet, Non, tu peux pas couper. voilà, c'est ça. Tu peux pas couper. Et est-ce que tu arrives quand même à avoir des moments un petit peu où tu fais le vide, tu arrives à te ressourcer un petit peu quand même, de temps en temps, ou même pas? Bah, tu te ressources dans ton projet. Ouais. Ça veut dire que... Mais je pense que... Qu'est-ce que Behind the Smile? C'est toujours dans l'orthodontie, c'est toujours dans le dentaire, c'est toujours dans ton métier, indirectement, mais c'est une façon de te ressourcer. Quand tu vois beaucoup de patients dans la journée, ça, c'est ta façon de te ressourcer. Donc, moi, dans le projet Dental Monitoring, il y a des sujets qui sont des moments de refocus sur des questions. Je vais te donner un exemple. J'ai eu le privilège, il y a 2 jours, de dîner à la maison avec le PDG de Nestlé, PDG Monde, 270 000 employés. Je veux dire, pas tous les jours que je mange le PDG de Nestlé. Déjà, j'ai envie de te dire comment ça s'est fait, ce dîner. Voilà. Un mec brillantissime, Ouais. il n'est pas devenu PDG de Nestlé pour Ouais. rien. Alors ce moment où j'ai ce dîner, c'est vraiment un moment de prise de recul avec moi-même et avec mon entreprise. Pourquoi? Parce que les questions, il était venu d'une manière hyper généreuse m'aider à me poser les bonnes questions sur mon entreprise. Donc je lui ai posé des questions sur l'évolution dans le management, l'évolution dans le middle management, l'internationalisation, justement des questions sur Lumio, parce que Nestlé ont énormément de pet care, d'accord? Pet care, c'est-à-dire du vet. Donc je ne savais pas, mais ils ont une énorme branche dans le vet. Donc poser des questions, parce qu'ils ont des parallèles. Alors, Lumio ne va pas vers le vet, mais c'est comment le go-to-market. Ouais, c'est un moment où chacun challenge. s'enrichit aussi. Voilà. Et un moment où tu te dis, en fait, on a les mêmes problèmes. Ouais. Alors, pas du tout aux mêmes échelles, Ouais. d'accord? Pas du tout aux mêmes échelles, mais en fait, les problèmes sont les mêmes. Problème de recrutement, problème de fidélisation des équipes, problème de comment communiquer la performance, comment communiquer les problèmes, comment engager tes clients, etc. C'est les mêmes problèmes. Et donc, c'est des moments où je ressors d'un dîner comme ça, je suis tout neuf. Ouais. Voilà, j'ai muet. Mais c'est marrant que, tu vois, Philippe Sala puisse être impressionné quand même par quelqu'un. C'est parce que tu vois, tu as quand même l'image de quelqu'un qui a bien réussi, qui tout ça. Et c'est intéressant de voir aussi que même quand on arrive là, à dire que je peux être aussi impressionné par d'autres personnes. Parce que bon, en effet, c'est des mecs qui, comme tu l'as dit, qui ont énormément de collaborateurs, qui ont créé des entreprises phénoménales. Et donc, c'est hyper intéressant. Alors, tu m'as dit que je pouvais te poser n'importe quelle question. C'est vrai que tu es quelqu'un d'assez discret, tu l'as dit, c'est quelque chose qui m'importe peu d'être présent sur les réseaux, d'ailleurs on te voit peu. Mais on t'a pu t'apercevoir dans une célèbre série sur Netflix. Mon Dieu. Comment ça s'est fait et pourquoi, toi, si discret, tu as accepté d'y participer? Parce que j'ai pas le choix. Ah ouais? Oui, c'était soit parce qu'en fait l'agence, Ouais, donc on peut les mentionner. Martin Kretz, etc. Voilà. Ils avaient la commercialité de ce bien et que ça fait partie de leur façon de commercialiser et que si je voulais le bien, il fallait que parce que c'était un bien assez exceptionnel, il fallait que d'une certaine manière j'accepte le jeu. Et donc, comme tu peux le voir, moi, je ne parais pas vraiment dedans, Oui, c'est ma c'est femme vrai. qui est dedans, je suis très caché, et on me voit rapidement Ouais. parce que justement, je ne voulais pas, et on ne parle pas de chiffres, on parle Bien sûr. on parle de rien, parce que justement, c'était quelque chose où j'étais pas forcément très à l'aise. Et ils ont demandé de venir retourner pour voir l'évolution, j'ai refusé parce que il n'y avait plus cette nécessité. Mais c'était le bien qui correspondait à ce que voulait ma famille. Tu es encore dedans? Oui, je suis encore dedans, je vis dedans, je vis le parfait bonheur dedans. C'est à 10 minutes du travail, donc c'est parfait. Confort. Voilà. J'ai encore 2-3 questions avant de clôturer ce podcast. Comment tu vois l'évolution de Dental Monitoring dans les 10 prochaines années et de manière plus générale, le secteur dentaire dans les 10 prochaines années? Alors, le secteur dentaire, il est en transformation, ça c'est évident, mais c'est un secteur qui est extrêmement résilient, qui a une énorme opportunité encore devant lui, parce que c'est un milieu qui est encore...
il y a encore beaucoup trop de demandes par rapport à la capacité de répondre à la demande. Tu vas avoir encore énormément, on a fait des études en France par exemple, où on a appelé l'ensemble des orthodontistes de France, tous, vous avez tous été appelés en France par exemple, où on a demandé quand est-ce que votre prochain rendez-vous. Ben, je vais te surprendre, tu as 12% des orthodontistes, 12 ans, c'est pas petit, 12% des orthodontistes qui n'ont pas de rendez-vous. Qui n'ont pas de rendez-vous. Juste, tu les appelles, non, désolé, pas de place. Appelez l'année prochaine. Mais on est en février. Ben oui, mais on n'a pas de place. La grande majorité sont à plusieurs mois d'attente avant d'avoir un rendez-vous. Évidemment, dans les grandes métropoles, il y a plus de dentistes et d'orthodontistes, donc c'est moins le cas. Mais donc il n'y a pas encore cette correspondance entre le besoin et la capacité de délivrer du soin. Et c'est la même chose, voire plus aggravée, dans beaucoup des autres professions du dentaire, dans beaucoup d'autres des spécialités. Donc, encore une fois, rationaliser la raison du rendez-vous en améliorant la qualité de soins, ça va être une demande qui va se généraliser. Il faut faire attention que la qualité soit au centre de la décision, parce que si ce n'est pas au centre de la décision, il y a du doute, etc., que ça soit au centre de la décision. Et donc c'est là où je vois que pour DM, dans les 10 prochaines années, ça va être globalement, je pense, un grand succès, parce qu'on va se focusser, mes équipes sont extrêmement orientées autour de ça, donc se focusser sur fournir un service de très haute qualité, et ça dans toutes les verticales. Donc aujourd'hui, on adresse l'orthodontie, la verticale orthodontique, et après on va adresser l'ensemble des verticales. Et si on peut améliorer de 5% l'accessibilité du soin aux patients par cette approche, en augmentant le niveau de qualité à travers l'accès aux data, à travers l'ouverture d'esprit de nos clients, je pense qu'on aura gagné notre pari. Ouais, c'est ça. Et tu sais, il y en a beaucoup qui s'inquiètent de l'évolution du métier également, avec notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'évolution des cabinets vont aller vers beaucoup plus d'automatisation? Est-ce que Dental Monitoring va leur servir aussi peut-être à se libérer du temps? Tu l'as dit, ils n'ont pas de place, ils sont débordés, parfois ils ont un équilibre vie pro, vie privée qui est très compliqué. Ils sont très dans l'opérationnel, voilà. Est-ce que tu penses qu'ils vont avoir suffisamment d'outils pour que d'ici 10 ans, on va vraiment voir une transformation un peu du secteur dentaire qui aujourd'hui, on va le dire entre nous, est un peu poussiéreux. Je te l'ai dit tout à l'heure en off, c'est un peu des PME des années 2000. Comment tu vois les choses, toi? Ou alors tu penses qu'au contraire, ça va rester poussiéreux comme ça et qu'ils vont avoir du mal à passer Alors déjà, de façon naturelle, les gens qui s'intéressent à la technologie sont des gens qui ont accès à la transformation et donc ils ne vont pas correspondre à ce que tu dis. Je ne parle pas juste de l'adoption de DM, je parle de l'adoption de technologie de manière générale. En général, c'est rarement des chefs de cabinet, des entrepreneurs qui ont une vision poussiéreuse de leur métier. Non, je pense que cette transformation, elle est inéluctable, elle arrivera. Des générations comme toi, vous la poussez de façon très forte, vous communiquez plus de la même façon, vous travaillez plus de la même façon, vous vous focussez de plus en plus sur le patient, sur le confort du patient, sur le confort de vos équipes, vous essayez de retrouver une vie, parce que je me souviens quand j'ai commencé en orthodontie, où je voyais un orthodontiste voir 100 patients dans la journée, je sais que sa charge cognitive en fin de journée, c'est terrible. Et même pour les équipes finalement, parce qu'on parle souvent du praticien. Et je te rejoins, c'est surtout les équipes, les assistantes, les secrétaires. Bien sûr. C'est très compliqué, quoi. Et elles ne se sentent pas suffisamment valorisées. Et si en plus de ça, elles ont des charges de travail... C'est ça. Et je pense que la technologie va permettre d'enlever ce goulot d'étranglement, d'augmenter la qualité de façon générale. Et de toute façon, c'est le cours des choses dans la médecine en règle générale. Il y a quand même très peu de professions médicales qui se sont dégradées en qualité par la technologie. En fait, globalement, j'en vois pas. La technologie, quel que soit le monde médical, alors il y a toujours des réfractaires, mais la technologie a amélioré le diagnostic, a amélioré la délivrance du soin, a amélioré le suivi post-soin, etc. Donc c'est une attente, on a des obligations de moyens vis-à-vis du patient, et donnons-lui tout ce qu'on peut lui donner pour lui rendre le service qu'il attend.
Bah écoutez, merci en tout cas, merci à toi Philippe pour cette interview hyper authentique et surtout pour toutes les choses que tu as pu nous partager. Je pense qu'il y en a beaucoup pour qui ça va être très intéressant, qui vont pouvoir mettre en place certaines choses. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Behind the Smile ou à partager ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec un invité qui sera tout aussi exceptionnel et je vous dis à très bientôt.